C'est une histoire de fou, de dingue. Un scandale, une affaire avec tous les ingrédients les plus insensés. D'abord, c'est celle de la gestion de la crise du Covid qui nous replonge dans l'atmosphère irrespirable des confinements, dont le premier déclenché en mars 2020 en France et ensuite étendu aux pays européens voisins et dont nous venons de fêter les 4 ans. Jusqu'alors, l'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité, immédiate, pressante. Au départ de cette affaire, il y a une société chargée de gérer la logistique des médicaments en Belgique dans le cadre de la riposte au virus du Covid qui galope alors. Elle a lourdement investi pour faire face à ses obligations et à l'urgence, mais elle va être écartée alors que la durée de ses contrats court toujours, brutalement. Pour avoir dénoncé, affirme sa direction, le gaspillage de l'argent public par dizaines de millions d'euros dans du matériel dépassé ou des vaccins inopérants. Une gabegie qui met en cause un de ces inévitables cabinets de conseil. On s'en souvient, ils étaient au cœur de la gestion de la crise aux côtés des gouvernements. En Belgique, c'est le cabinet Deloitte qui a opéré. La société qui a pointé ces dysfonctionnements est évincée, remplacée par une firme française qui débarque en Belgique. Elle n'y a jamais travaillé, ne possède ni infrastructure et aucun des agréments habituellement exigés. Face à cette situation, l'entreprise belge écartée décide de se défendre. Elle fait appel à une société de renseignement privé. On entre dans une autre dimension. Nous voilà projetés dans un véritable film d'espionnage. Ces espions, des anciens agents du Mossad, piègent les acteurs de ce qui ressemble à un pacte de corruption. Un dirigeant de la société française qui a donc récupéré les marchés publics et une haute fonctionnaire, celle qui avait la main sur ces marchés au nom du gouvernement. Les espions obtiennent leur confidence filmée en caméra cachée. L'histoire prend aussi un tour politique, car elle met directement en cause le ministre de la Santé en poste à Bruxelles. À l'approche des élections européennes, ce scandale pourrait avoir des répercussions fortes. Car ce ministre, Frank van den Broek, est pressenti pour devenir commissaire européen au sein de la future commission qui doit être installée cet été après le scrutin de juin. Et puis, derrière ce scandale, il y a une seconde affaire que notre enquête, signée Thierry Gadot et Philippe Engels, dévoile. Un dispositif européen d'urgence imaginé par l'Union européenne qui est activé pour l'aide médicale à l'Ukraine. Et c'est encore la même société française qui enlève ce marché, qui lui est apporté encore dans des conditions douteuses qui semblent dévoyer les règles européennes en matière de concurrence et d'égalité devant les marchés publics. C'est ce que Blast révèle dans une enquête coup de poing dans laquelle nous produisons les vidéos pirates enregistrées par les espions et également des documents exclusifs, donc jamais publiés. Ces éléments démontent la thèse officielle et les tentatives du ministre Van den Broek pour étouffer l'affaire. Et nous diffusons enfin un entretien avec la chef d'entreprise flouée qui s'exprime pour la première fois devant une caméra, celle de Blast. Je vais vous expliquer pourquoi on a utilisé la société qu'on appelle d'espionnage au jour d'aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que nous avons fait ça ? Les scénaristes n'ont qu'à bien se tenir. Avec notre enquête en 3 volets, nom de code, des espions dans le Covid, ils ont de quoi écrire et produire assurément une série d'espionnage pétaradante. Une plongée dans les arcanes des pouvoirs, de la décision et des politiques publiques, celles de l'Europe également et ses politiques, et dans les coulisses de l'industrie pharmaceutique. À coup sûr, les plateformes de diffusion en raffoleraient. Car tout y est. Les séries à ne pas manquer. Dans toute bonne histoire ou toute bonne série, il faut une trame, bien sûr, et des personnages au caractère marqué. Un peu archétypal, ça ne fait pas de mal, qui incarnent pleinement leur rôle, leur rang et leur fonction sociale. Ça tombe bien. Ces premiers rôles sont déjà là. En voici le casting. Il y a l'espion, il y a l'appât, et enfin, la cible. À tout seigneur, tout honneur, l'espion. Nous pourrions l'appeler Monsieur X. Après tout, agir sous couverture, c'est sa spécialité. Dans cette histoire, il s'appelle Scott Baker.
et il est consultant officiellement. Il travaille pour une société basée en Asie, une identité en réalité fictive, mais efficace. C'est avec ses attributs, en se présentant ainsi, qu'il va piéger ses cibles. En réalité, le faux Scott Baker est un vrai espion. Il travaille pour une vraie boîte de renseignement, ce qu'on appelle, dans un langage très euphémisé, l'intelligence économique. Son employeur, le vrai, s'appelle Black Cube. Ça ne dit rien à la plupart d'entre vous, mais dans le milieu du renseignement, ça parle à tout le monde. Black Cube, ce sont des professionnels, des vrais, qui ont la réputation d'être les meilleurs et ne reculaient devant aucun obstacle. Ces hommes sont intervenus dans plusieurs dossiers très sensibles à travers le monde, quelquefois sulfureux. La firme a été créée par des anciens des services israéliens du renseignement et du Mossad. Pour piéger leurs cibles, les espions de Black Cube vont d'abord créer tout un monde, fictif mais qui a l'apparence du réel. Une fausse entreprise intervenant dans le milieu médical, le secteur pharmaceutique. Cette entreprise possède un paravent, une façade. Un site internet créé de toutes pièces. L'illusion du réel. Ce cadre ainsi composé, les hommes de Black Cube lancent la phase 2, celle de l'approche. Dans le lexique des services de renseignement, on appelle ça tamponner une cible. En clair, l'harponner. Scott Baker entre dans la danse. Planqué derrière cette fausse boîte de consultants asiatiques, le maître espion va faire des merveilles. Avant de toucher la cible principale, il y a d'abord l'appât. Il en est aussi une de cible, mais il doit servir à remonter plus haut encore. Le premier à mordre au piège, il est directeur commercial de Movianto. L'approche et le piège fonctionnent parfaitement. Entre le faux consultant Scott Baker et le directeur commercial de Movianto, le courant passe vite. La confiance s'installe et il va se mettre à table. Mais il y a autre chose que le directeur commercial de Movianto ne sait pas. Tout au long de ses échanges avec son nouvel ami, il est filmé en caméra cachée. Movianto, en Belgique, c'est l'invité surprise. L'entreprise s'est imposée soudainement, non seulement dans les marchés publics de la logistique des médicaments et des matériels médicaux pour la Belgique, mais aussi européens pour la mission Rescue destinée à apporter une aide médicale de l'Europe à l'Ukraine en guerre. Movianto est une filiale du groupe familial Walden, présidé par Stéphane Baudry. Ce spécialiste du transport de produits pharmaceutiques est un poids lourd du secteur. Il emploie autour de 5000 salariés et réalise 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Mais en Belgique, Movianto n'a aucune référence. Et quand il s'agit de marché public, c'est un handicap. Les pouvoirs publics ne confient pas comme cela au premier venu un marché de logistique de médicaments, des dossiers particulièrement complexes et techniques. Il faut des références et des agréments. En Belgique, Movianto n'a ni l'un ni l'autre, contrairement à son concurrent évincé. Mais dans les deux cas, pour les contrats confiés par le ministère de la Santé belge et celui attribué au nom de l'Europe du soutien médical à l'Ukraine, la société est désignée. Et dans les deux cas, le français Movianto remplace le belge Medista, brutalement éjecté. We were guided into a certain direction. I should be telling you this, I think. We were chosen by the same government as, so yeah, contacts do a lot, let's say. During the tender of the vaccine business, we were chosen, and it was not an official tender actually. There was no time to be part of this. Quand des espions mettent en place leur stratégie, ils travaillent souvent en entonnoir. Il s'agit concrètement de commencer par un tour d'horizon assez large dans ce qu'on appelle l'environnement. Et ce n'est qu'ensuite, quand on a fait ce premier travail, qu'on remonte vers les ou la cible principale. L'espion Scott Baker suit ce plan à la lettre. Il a si bien donné le change, sous sa fausse identité de consultant, qu'il a également piégé 2 collègues de Deloitte. C'est le cabinet de conseil qui a assisté le gouvernement belge lors de la crise du Covid. Les 2 consultants de Deloitte n'y ont vu que du feu. Our motto was we need to involve as much as possible the existing people from the government. I cannot say that. So we run the show is I would say informally is close to correct. Officially, all decisions were taken by government officials. But we saw your recommendation to action. Yeah.
recommendation or at least analysis and say we have here 2-3 options with the pros and cons of each option. That's what we get. L'APA Movianto Ferré, à travers son directeur commercial, Scott Baker peut maintenant accrocher sa cible principale. Viviane H a piloté pour le compte des autorités belges le dispositif de riposte à la crise du Covid, au sein du service public fédéral de la santé. Medista était son prestataire. I really know the pharmaceutical supply chain and I know how it works with the governments. I was responsible for, I don't know how many contracts for the Belgian governments. Dans les vidéos tournées par l'espion de Black Cube, attiré par l'APA Movianto, son directeur commercial, Viviane H a mis un peu de temps à rompre la glace, se sentir totalement à l'aise et décontracté. Que voulez-vous? On ne se refait pas pour une haute fonctionnaire, c'est aussi une question de culture et d'habitus. Mais il est évident que la présence du commercial de Movianto a été essentielle pour remonter à elle et lui permettre d'être plus à l'aise. Actually, at this moment, I don't see any new challenges. Okay, so We'll see. I'm just investigating. you're investigating. Okay, it's always good to see the options, the different options. Yeah, okay, Yeah. that's what I'm doing now. Uh, Actually, I would like I her to don't stay. need. I would like her to stay, otherwise my job becomes more difficult. La haute fonctionnaire va passer, elle aussi, aux confidences. Les discussions portent donc sur les marchés publics. On est entre soi, donc on parle à bâton rompu, librement, sur les dessous et secrets des passations des contrats liés au ministère de la Santé belge. On se confie aussi sur un plan plus personnel, c'est humain. Ce qu'on pourrait faire dans le futur, en se projetant un peu, après, pourquoi pas, pour la suite de sa carrière. Ces réunions, ces discussions, à chaque fois, sont enregistrées. La première se fait en visioconférence, puis, et c'est toute l'habileté et le savoir-faire de Scott Baker, on se voit en réel, de visu. Viviane H se déplace jusqu'à Amsterdam pour rencontrer le faux consultant. At the very beginning of the crisis, we had to find a company accepting to take the goods and to distribute. Yeah. And Medista came and told, I can do it for you. And so I trusted the best company. And one of my GDP inspector at that moment said, don't ask Movianto, they will ask you a contract and they won't speak and blah, blah, blah. I didn't know the company, so I trusted them. And afterwards, because of that bad experience with Medista, I got in touch with him. And I had another feeling, not at all the one I heard from my GDP inspector. Yeah. And I thought, that's a good one. I asked him just to apply for that tender, and it was not a good fight, it was not compliance. Yes, it was. Afterwards, I got once more in touch with them, just to talk much more in depth about the second tender. Yeah. And I discovered at that moment in the company, and it was at that moment the start of a good professional relationship. And at a certain moment after the phase one of the second tender, I told him, do you have the right legal person to help you in this procedure? And he said, no, I did it. And I said, you're not right. And then he showed me, I don't know anybody specialized in that field. So he said, I will find for you. I wanted to support him to have a good fight because I hoped that he would apply for for the best. Right. If only without you, it wouldn't happen. He told me. Yeah, he said like you were very influential and Yes, I tried to help. yes. Actually, if you know that's the good company, you just need sometimes to be. Yeah. C'est elle, Sarah Taïbi, qui a missionné Black Cube, la société de renseignement privé, pour cette mission particulière. L'entreprise qu'elle dirige, Medista, avait en charge pour le compte de l'État belge la logistique des médicaments et matériels médicaux. Un contrat pour la distribution des vaccins, un autre pour celle des tests. Pourquoi on a utilisé la société qu'on appelle d'espionnage au jour d'aujourd'hui, mais qui est plutôt une société
d'investigation, pourquoi est-ce que nous avons fait ça. On a été au Conseil d'État avec plusieurs éléments qu'on a mis en avant. Et le Conseil d'État a dit prima facie plusieurs fois en disant à première vue, il n'y a pas assez d'éléments pour donner raison à Medista. Et à ce moment-là, au fait, une société PME belge, qui est plutôt une petite entreprise, on va dire, on a deux choix. Donc le premier choix, c'est d'aller au tribunal, qui peut prendre des années, ou comme il était marqué dans le document du Conseil d'État, que, au fait, si on apporterait plus de preuves, qu'à ce moment-là, ça serait bien. Lorsque la crise du Covid s'est déclenchée, Medista était donc en première ligne, prestataire des autorités belges. Et puis, la société a été écartée de tous ses marchés. Sarah Taïbi, celle par qui le scandale arrive, estime que Medista a été débarqué brutalement pour une raison précise. Pour avoir découvert puis dénoncé, en alertant les autorités, le gaspillage de l'argent public pendant la crise du Covid. Des dizaines de millions d'euros qui ont été dépensés en vain et jetés pour acheter des vaccins périmés ou des produits dont la date de péremption arrivait à terme. Ce serait, considère-t-elle, ce qui a valu à Medista d'être éjecté et remplacé alors que ses contrats étaient en cours. La crise a commencé en 2020, donc les consultants sont occupés de l'achat, bien sûr, de tout ce qui est medical device et IVD. Là, il y a bien évidemment des contrefaçons ou des faux qui sont venus et qu'on a découvert. Mais nous, au fait, notre tâche était quoi à ce moment-là? C'était le communiquer au SPF, ce que nous avons fait. Et puis, au fait, on n'a pas eu d'écoute à ce niveau-là et on l'a communiqué au cabinet des ministres. Et puis, d'un seul coup aussi, ils ont contesté toutes mes factures. Et ils ont commencé à dire, voilà, on conteste vos factures. On répondait, mais pourquoi? Et voilà, quelles sont les questions, quelles sont les contestations? Pas de réponse. Et donc, ils ont essayé de nous tuer au niveau financier. Et aussi, en même temps, en fait, nous envoyer plein d'inspections. Quand on a demandé la raison, ils nous ont dit que ce sont des raisons budgétaires. Donc des raisons budgétaires, parce que on aurait dépassé le budget. Mais le budget, on l'a jamais dépassé au niveau des activités qui étaient demandées dans le marché public. Par contre, ils nous ont demandé des activités supplémentaires, comme des donations, etc. Donc, mais qui n'étaient pas budgétées dedans. Quand, après, on a demandé la preuve du dépassement budgétaire, le ministre de la Santé publique a dit il y a une note des finances qui existe. Donc la note des finances qui montre que ce marché public devait être refait pour des raisons budgétaires. Après, il a à nouveau avoué dans le Parlement que cette note des finances n'existe pas. La première question que je lui ai posée, c'était en juillet 2022. J'avais demandé pourquoi est-ce que vous avez changé de distributeur de vaccins. Il m'a dit, bon, je vais épargner 4 millions d'euros, ils étaient trop chers. J'ai dit, bon, oui, c'est normal, en tant que ministre, c'est votre travail. Montrez-moi l'avis ou la note de l'inspection des finances, parce qu'il mentionnait qu'il y avait une note de l'inspection des finances. Cette note n'était pas là. Donc, quand on commence un dossier avec un mensonge, il doit y avoir quelque chose de grave. Il faut savoir que le ministre de la Santé belge dit j'ai cherché le meilleur prix. J'ai lancé ce marché public pour avoir le meilleur prix au niveau des prestataires possibles qui pourraient donc participer à ce marché public. Par contre, il a lancé pendant la période, on va dire Noël-Nouvel An, où la plupart des sociétés ne regardent pas. Quand il a recherché des sociétés, il ne s'est même pas prouvé qu'il a vraiment contacté des sociétés logistiques avec les licences adéquates pour le faire. Ceux qui ont participé, comme par hasard, pour les vaccins, c'est que Medista qui voulait éjecter, ce qui est bien clair, et la Société internationale française. La Société internationale française a su participer et n'avait même pas les licences ni l'infrastructure pour le faire. Il faut savoir qu'un marché public, les personnes qui participent doivent être traitées de la même manière. Donc, toute information qui est donnée à l'un doit être la même information à l'autre. Et on a vu, pendant le marché public, en phase où, au fait, les deux parties doivent être traitées de la même manière, que la Société internationale française avait publié
une demande d'emploi, une vacature, pour rechercher une personne qui travaillerait temps plein au SPF Santé sur le payroll de cette société. Sarah Taïbi a accordé un entretien exclusif à Blast. Il a été enregistré à Paris dans nos studios. C'est la première fois qu'elle s'exprime sur cette affaire face à une caméra. La fonctionnaire et la société française a fait un document, une attestation sur l'honneur, qui n'ont jamais eu de contact pour donner des informations et les choses qui n'étaient pas légales, comme information de prix ou comment gérer. Donc, au fait, ils ont eu des contacts. Donc, au fait, ce qu'on a découvert avec l'enquête, c'est que la haute fonctionnaire qui était mandatée du marché public qui avait été lancé des vaccins, en fait, a avoué qu'elle avait eu des contacts informels avec la Société internationale française pour faire gagner le marché public. Et l'autre personne aussi de la société française a aussi avoué que grâce à ses contacts informels et personnels, donc il a su avoir des informations pour gagner ce marché public. Tout en haut de la chaîne de cette affaire et de ce scandale en cours, il y a le ministre Van den Broek. C'est un homme puissant, très puissant, habitué aux honneurs et aux responsabilités au plus haut niveau. En Belgique, ce poids lourd est dans le paysage depuis 3 décennies, sur le devant de la scène. Quand les premiers éléments fuitent fin 2023 dans la presse flamande et uniquement, le ministre rejette tout en bloc. Il a nié. Cette histoire, pourtant, il la connaît. Ne serait-ce que parce qu'il reçoit une alerte et un courrier à son nom dès janvier 2022 des avocats de Medista qui dénoncent une situation qui va aboutir à la rupture et l'éviction de leurs clients. Blast produit ce document. Il décrit sur 17 pages des dysfonctionnements et des manquements ahurissants. Quand je réalise qu'il y a un gros problème de santé publique, c'est-à-dire qu'on a acheté que des grosses firmes de consultance, n'ayant aucune compétence en termes de santé publique, ont été acheter des produits de contrefaçon en Chine, par méconnaissance, par incompétence, se sont retrouvés avec des stocks ingérables ou avec près de 100 millions d'euros de produits inutilisables, vaccins, tests, blouses, etc. Là, je me rends compte que c'est grave, et donc je vais porter d'abord plainte à la justice belge pour le conflit d'intérêts du ministre, parce que ce blocage en termes d'information entraîne un problème de santé publique. La deuxième plainte vient après, au mois de décembre, quand les vidéos de la firme d'espionnage arrivent dans la presse, les détectives privés. Parce que là, il y a un flagrant délit. Là, on est dans une infraction pénale, on a un haut fonctionnaire qui avoue, qui d'abord accepte des invitations au restaurant dans le but de travailler avec un meilleur salaire dans l'industrie pharmaceutique, comme le fonctionnaire était piégé en lui promettant un poste mieux payé que dans l'administration, et un flagrant délit où elle explique qu'elle a truqué le marché, qu'elle a fait rédiger, qu'elle a donné en fait aux concurrents les clés pour gagner le marché public. Le procureur du roi, Bart Van Hulst, n'a jamais contacté la société Medista. Malgré qu'ils ont toutes les vidéos et tous les éléments, ils n'ont encore jamais auditionné la société Medista. Ça témoigne
d'une non-indépendance de la justice, les procureurs du roi sont nommés par le gouvernement. Et donc ce serait une bombe qui forcerait le ministre à démissionner, et le parquet et le procureur du roi veulent certainement éviter ça. Ces dernières semaines, Frank Van den Broek a senti le danger. Fin 2023, il a d'abord convoqué la presse belge francophone, peu mobilisée, c'est le moins que l'on puisse dire, sur ce dossier. Une étrange réunion, où il n'a pas laissé les journalistes lui poser des questions alors que la réunion intervenait et semblait répondre aux premières révélations sur ce scandale. En revanche, les journalistes ont été invités à laisser dehors leur téléphone portable ou à les éteindre. Curieux. Ça fait 1 an et demi que je pointe des choses qui sont pas normales du tout, que je demande des rapports, que je pose des questions qu'il ne me répond pas ou partiellement. Quand il me répond partiellement ou il me répond avec des mensonges, je répète la question. Les collègues le savent, ils savent aussi ce qui a été publié dans Gladsenius. Et je ne sais pas comment ça se fait qu'il peut se maintenir jusqu'à le stade d'aujourd'hui. Il doit être protégé, je sais pas, il y aura un accord dans le gouvernement, mais c'est incroyable. J'ai jamais su ou connu un ministre qui peut se permettre ce qu'il s'est permis jusqu'à maintenant. Uw vicepremier die hier op 14 december een flagrante leugen heeft verkondigd aan het parlement. Die gezegd heeft dat Movianto de aanbesteding heeft binnengehaald op basis van de prijs, dat klopt, maar ook op basis van kwaliteitsnormen. En dit, meneer de premier, is een flagrante leugen. Depuis, alors qu'il a couverte jusqu'alors, c'est un peu le sauve qui peut. Le 3 avril, le ministre a présenté un rapport fait par son administration qui dézingue la façon dont on met les entreprises en concurrence dans son département et une étude d'un bureau d'avocats qu'il a lui-même commandée. L'analyse est inquiétante et on regarde forcément en direction du commanditaire, le ministre, pressenti pour devenir commissaire européen. Et surtout, il a lâché ce jour-là la haute fonctionnaire, annonçant une plainte contre elle. Frank Van den Broek n'est pas le premier élu venu. En Belgique, c'est un monument. Il a été ministre des Affaires étrangères, président de parti, il est aujourd'hui vice-premier ministre. C'est un survivant aussi. En 1995, Van den Broek avait entamé une traversée du désert de plusieurs années. Il avait reconnu, écoutez bien, avoir donné l'ordre à son trésorier de brûler des millions en billets qui se trouvaient dans les coffres de son parti, le Parti socialiste flamand, dont il était le président. Des rétrocommissions versées dans le cadre de contrats pour l'armée belge par le constructeur d'hélicoptères italien Augusta et l'avionneur français Dassault. Il paraît que l'histoire se répète. À l'époque, Frank Van den Broek n'avait reconnu ces faits que contraint après avoir nié. La morale de l'histoire, elle est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est le refus de la transparence, parce que les ministres ou les élus locaux, quand il s'agit d'eux, savent que si ils ont l'obligation de rendre public des documents, des affaires pourraient sortir et les mettre en difficulté. Donc, il faut surtout pas de transparence. Alors, la deuxième morale de l'histoire, c'est qu'un ministre, mais ça vaut aussi pour des élus, pour un maire, pour un président de conseil régional ou départemental, quand
son administration est prise en faute, son premier réflexe, c'est de défendre son administration, quels que soient les torts. Et donc, c'est le lanceur d'alerte, en l'occurrence là une PME belge, qui va être victime forcément de rétorsion puisque on ne veut pas reconnaître les torts. Et la troisième morale de cette histoire, c'est qu'on voit bien que ces cabinets de consultants qui ont été tout-puissants en France durant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui ont été tout-puissants en Belgique durant la crise du Covid, sont totalement incompétents. Ils ont réussi à acheter des faux tests en Chine. Ça en dit long sur leur incompétence crasse. Blast rend donc public les images des vidéos qui ont piégé les acteurs de cette affaire en les produisant telles qu'elles ont été tournées. Les vidéos qui ont été tournées en caméra cachée par Black Cube à la demande donc de Medista, globalement, ça fait 5 heures d'enregistrement. Il y a aussi une vidéo qui concerne les consultants de Deloitte, qui explique que c'est eux qui géraient le ministère. Ils ont une phrase We run the show. On faisait tourner la boutique, alors ils disent qu'on ne peut pas le dire officiellement, mais que c'est la réalité. Les fonctionnaires, ils sont tous des incapables. Eux-mêmes ont montré leur grande incompétence. Mais surtout, ce qui est intéressant dans les vidéos avec la haute fonctionnaire et le directeur commercial de Movianto, et c'est ce qu'on montre, c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans le 3e volet, c'est qu'il y a un non-dit dans ces... un implicite dans ces vidéos qui montre une très grande proximité, si ce n'est une connivence. On peut s'interroger s'ils se connaissent, s'ils ne se connaissaient pas avant la crise du Covid et donc avant l'arrivée de Movianto sur la scène belge pour récupérer les contrats. Voilà, on voit qu'ils sont du même monde. Medista, c'est traité comme si c'était le dernier des opérateurs. Medista, c'est le voleur de l'histoire à leurs yeux, quoi. La boîte française Movianto n'avait même pas les frigos à moins 80 pour conserver les vaccins de Pfizer qui devaient être conservés à cette température quand ils ont obtenu le contrat, alors que c'était une clause du contrat. Donc voilà, tout ce petit milieu qui manifestement se connaît parfaitement, entretient d'autres relations que des relations purement professionnelles. Et ça transparaît, ça saute au visage quand on regarde les vidéos. Notre enquête, publiée en plusieurs volets, livre aussi, et par ailleurs, toute une série de documents exclusifs et inédits. Elle a été réalisée en duo par Thierry Gadot et Philippe Engels de la cellule enquête de Blast. Les documents principaux qu'on rend publics, ce sont les courriers échangés. On a toute la correspondance entre Medista et le ministère de la Santé publique en Belgique, les hauts fonctionnaires, puis le ministre. On a aussi des courriers, une mise en demeure adressée par Medista à Movianto, qui est l'entreprise française. On a la réponse de Movianto, qui évidemment se dédouane de tout, crie au complot, à l'extorsion, à la tentative d'extorsion, comme s'ils avaient participé à rien. Tout en, moi j'ai interrogé Movianto sur la réalité des vidéos. Ils reconnaissent même avoir fait un audit sur ces vidéos et n'avoir rien trouvé de particulier, donc assurant de leur authenticité. Cette folle histoire est une plongée insensée dans les coulisses des marchés publics et de l'industrie pharmaceutique. Le consultant Scott Baker peut être satisfait du travail. Il s'est montré à la hauteur de la promesse commerciale de Black Cube à ses clients. Black Cube est une société de renseignement qui vous aide à gagner quand personne d'autre ne le peut, promet la firme. On appelle ça une mission accomplie. Quand on fait de l'enquête politico-financière, les liens avec les entreprises, les hommes politiques, les administrations, on sait bien que des acteurs ont souvent recours, voire systématiquement recours à ce qu'on appelle des cabinets de renseignement privé ou d'intelligence économique, que ces cabinets réunissent un certain nombre de matériaux, voire tournent des images en caméra cachée de tel ou tel acteur en face, etc. Et donc, on sait que ces matériaux existent. Simplement, c'est la première fois qu'une entreprise décide de rendre public les vidéos
qui ont été tournés à sa demande. Jamais ces images, ces documents ne sortent normalement. Et dans l'industrie pharmaceutique, c'est jamais vu. Là, c'est la première fois, effectivement, qu'une entreprise décide de mettre sur la table, de rendre public, de faire éclater le scandale, parce qu'il y va de sa survie. C'est clairement, elle se bat aujourd'hui pour se faire payer ses factures. Il y en a pour plus de 5 millions. C'est une petite PME créée en 2017. Donc, c'est vraiment une question de vie ou de mort pour elle. Et donc, elle met tout sur la table. Et face à ça, Frank Vandenbroucke continue à nier sa responsabilité et se cherche maintenant des boucs émissaires. Voilà. C'est une enquête exceptionnelle en plusieurs volets à aller voir et découvrir sur notre site blast-info.fr. Code des espions dans le Covid. Je vous invite à aller lire les 3 articles et enquêtes que nous lui consacrons avec plein de documents et autres éléments. C'est un peu la corruption comme dans un film. Mais ce n'est pas de la fiction et pas un film d'espionnage. C'est tout à fait réel et c'est sur Blast.